Renault vend ses parts de la société American Motors à la firme Chrysler. Nouvelle étape dans le redéploiement de la régie nationale Renault à l'étranger. 135 morts, 90 blessés, 318 rescapés. C'est le bilan définitif du naufrage du car ferry au large de Zeebrugge. L'enquête semble conduire vers une erreur humaine de pilotage. Publication demain par le Vatican d'un texte sur la bioéthique. Le pape s'oppose aux techniques nouvelles de fécondation artificielle. Aujourd'hui, lundi 9 mars 1987, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. D'autre part, la direction de RTL s'inquiète devant le silence exceptionnellement long et incompréhensible sur le sort du journaliste Roger Hawk, enlevé à Beyrouth il y a près de 2 mois. Bonsoir. La régie Renault change de politique américaine. La régie nationale vient de signer avec la société Chrysler un accord au terme duquel les parts détenues par Renault dans American Motors seraient reprises par Chrysler. C'est un redéploiement pour Renault, selon le mot utilisé par son PDG Raymond Lévy. Renault et Chrysler doivent s'entendre pour développer ensemble des produits futurs destinés au marché nord-américain. Explication avec Nicolas Jacobs. La première, c'est son nom. Le premier modèle conçu exclusivement pour le marché américain. C'était un modèle Renault. Il sera fabriqué par Chrysler. Renault cède au constructeur américain les 46% qu'elle détient dans AMC. En fait, une vente pure et simple des 3 usines américaines de la régie, celle-ci à Kenosha, celle de Toledo et celle de Bramalea au Canada. Mais Chrysler continuera toutefois à commercialiser les véhicules Renault AMC et prévoit même la possibilité de nouveaux accords commerciaux. Pour Chrysler, c'est l'occasion de prendre pied sur le marché des petites voitures. Pour Renault, l'occasion de se dégager d'une affaire qui a perdu plus de 200 millions de dollars ces 2 dernières années. Je crois que plutôt que d'un désengagement, il faut parler d'un redéploiement. Nous avions 2 objectifs en étant en Amérique, un objectif financier, et effectivement, nous le quittons d'une certaine façon, mais un objectif commercial, celui-là demeure, et vous savez que nous allons continuer à fournir des voitures et des composants de voitures à Chrysler et à AMC. Pourquoi vendre à AMC au moment où la situation semblait s'améliorer, on attendait le retour aux bénéfices? C'est une bonne question, mais la question est de savoir s'il vaut mieux vendre lorsqu'on attend des bénéfices ou s'il vaut mieux vendre lorsqu'on attend des pertes. Moi je pense qu'il vaut mieux vendre lorsqu'on attend des bénéfices. Introducing Renault Alliance. Parti sur les chapeaux de roue en 1980, Renault AMC s'avère vite être une affaire difficile. Avec un handicap de taille dans sa gamme, les modèles ne sont en fait que des véhicules français américanisés. Longtemps 4e constructeur américain, AMC se retrouve à la 6e place avec moins de 1% de la production nationale. Seul le succès des Jeeps permet au groupe de limiter les dégâts. Plus de 800 millions de dollars de pertes depuis 80. C'est le prix à payer pour investir le marché américain, estimait la régie. C'est une folie, considérait la CGT, qui aujourd'hui, à l'annonce de cet accord, reste circonspect. Si, enfin, Renault se désengage de bonne façon de ce gouffre, eh ben, tant mieux, on s'est battu pour ça. Mais comme j'ignore les conditions que Chrysler y a mis, je reste sur mes gardes et je n'y croirai que quand je le verrai. Et je pense que ça doit être aussi l'état d'esprit des travailleurs et des syndicalistes CGT de chez Renault. Le prix de vente des actions de Renault sera fonction des résultats d'AMC. Au maximum, la régie retirera 350 millions de dollars. Elle récupérera en plus les 200 millions prêtés à AMC. Mais il ne s'agit que d'une lettre d'intention. Les 2 constructeurs ont 1 mois pour conclure la vente. Oui, cet accord franco-américain, Renault-Chrysler, ressemble à un pari stratégique de la régie nationale. Commentaire Gérard Leclerc. Avec cet accord de principe négocié jour et nuit ce week-end dans ses bureaux du siège social, la régie tourne la page de l'aventure américaine. C'était au début des années 80, elle était premier constructeur européen, elle faisait des bénéfices et elle rêvait du plus grand et du plus prestigieux marché mondial, l'Amérique. Elle y mit le prix avec le rachat d'AMC. Malheureusement, c'était sans compter sur des usines AMC vétustes, des automobilistes américains qui allaient retrouver les charmes des grosses voitures. Sur 6 exercices d'AMC, 5 allaient être déficitaires.
Or, Renault n'a plus les moyens de ses ambitions avec 30 milliards de pertes cumulées et la nécessité de se séparer de ses branches déficitaires. Bernard Arnault, qu'on avait surnommé l'Américain, allait céder sa place à Georges Besse qui, dès l'an dernier, cherchait à revendre AMC. L'offre de Chrysler a fait l'affaire. Elle permet à Renault de se recentrer sur ses marchés traditionnels et d'ouvrir des perspectives de coopération avec le géant américain. Et puis ici, à la régie, pour se consoler, on se dit qu'il y a quelques années, c'est Chrysler qui, au bord de la faillite, avait dû revendre ses filiales européennes. Au large du port de Zeebrugge, on prépare maintenant le renflouage du car ferry Herald of Free Enterprise qui a chaviré vendredi soir. On a retrouvé 2 cadavres de plus. Le bilan est définitif, 135 morts, dont 82 portés disparus, 90 blessés et 318 rescapés. On racontait ce matin comment Andrew Parker, l'un des rescapés britanniques âgé de 33 ans, a servi de pont humain à une vingtaine de passagers qui ont marché sur son corps pour sortir du navire. Et puis pour mieux mesurer ce qu'est l'horreur d'un bateau qui chavire, voici rapporté par une équipe de télévision britannique des images de l'intérieur du car ferry. Commentaire Emmanuel Vanier. Les canaux de survie sont toujours en place sur le pont. L'équipage, pris de vitesse, n'a pas eu le temps de les mettre à la mer. Les sauveteurs se glissent dans les coursives jusqu'aux cabines renversées. Peu de traces des 81 disparus, des chaussures, des vêtements épars, des passeports, des sacs. Autant d'indices qui sont rassemblés. Ils permettront d'identifier les victimes. Ici même se trouvait la boutique des produits détaxés. Tout au fond de la cale, l'étage des camions. C'est la première fois qu'on y pénètre. Les corps de plusieurs chauffeurs sont toujours prisonniers des cabines. Ces quelques gilets de sauvetage inutilisés sont la preuve de la rapidité de la catastrophe. Personne, semble-t-il, n'a eu le temps de les enfiler. À Londres, un magistrat de l'Amirauté a été chargé de conduire l'enquête officielle sur les causes de la catastrophe. Les portes du car ferry seraient bien restées ouvertes, mais une erreur de pilotage serait à l'origine du chavirement. Dans le trafic transmanche, il est habituel en effet de ne pas perdre de temps dans les manœuvres. Alain Doubeski et Alain Cancès à Londres. Le trafic transmanche des navires ferries, c'est en moyenne 46 000 passagers par jour, 8 200 véhicules, 250 rotations quotidiennes. 4 compagnies se partagent le marché. Townsend Townsend, propriétaire du Herald of Free Enterprise, Sealink, un groupement SNCF plus capitaux belges et américains, Brittany Ferries, une société purement bretonne, enfin la nouvelle venue, Sally, capitaux finlandais. France, Belgique, Pays-Bas d'un côté, Angleterre de l'autre, avec Douvres, premier port européen, 14 millions de départs et d'arrivées par an, suivi de Calais, 9 200 000 embarquements et débarquements. Depuis 1976, le trafic voyageurs transmanche a été multiplié par plus de 2, celui des camions par 2,6. Townsend Townsend montre la voie dans le domaine du rendement. Déjà propriétaire de 3 navires, la compagnie se fait construire actuellement 2 nouvelles unités par les chantiers de Bremenhaven en Allemagne. 2 jumbo, c'est-à-dire 2 bateaux gonflés, étirés, de façon à contenir le maximum de passagers, de voitures et de camions, soit 2300 personnes, 650 véhicules, le double des capacités actuelles. La rentabilité du trafic transmanche passe-t-elle par l'exploitation des navires qui, dans 60% des cas de collision, d'après les statistiques, coulent en moins de 10 minutes? Non, répondent les marins CGT. Les compagnies anglaises font ce qu'elles veulent, ajoutent ces marins. Chez nous, en France, les règles de sécurité sont appliquées. Nous avons vérifié ce matin qu'il n'y a pas un seul car ferry français qui quitte le port sans que le matériel roulant lourd, tel que les camions et les semi-remorques, soit saisi, soit arrivé au pont. Côté anglais, désormais, on s'efforcera de donner priorité à la sécurité, quitte à abaisser la rentabilité. Tout à l'heure, devant la Chambre des communes, M. John Moore, le ministre britannique des Transports, a annoncé que l'enquête en cours serait aussi complète que possible et qu'aucun aspect ne serait négligé. Tout en soulignant que depuis des années, les transports par ferry s'étaient révélés particulièrement sûrs, le ministre a indiqué qu'il n'était pas question de laisser les soucis d'efficacité, de rentabilité l'emporter sur l'exigence essentielle de la sécurité.
Publication demain par la Congrégation romaine pour la doctrine de la foi d'un document sur les manipulations génétiques. Ce n'est pas une surprise, Jean-Paul II s'oppose aux techniques nouvelles de fécondation artificielle. Et dans le journal Le Monde, ce soir, Monseigneur Lustiger préface en quelque sorte le texte papal, dénonçant les folles et monstrueuses conséquences de l'homme tenté d'être le créateur de lui-même. Jean-Claude Darigo. Le texte officiel du Vatican sera publié demain, mais la réflexion du cardinal Lustiger dans le journal Le Monde ce soir vient déjà éclairer la manière avec laquelle l'Église catholique approche et juge les manipulations génétiques et la procréation humaine. On connaissait déjà les condamnations des autorités ecclésiastiques en matière de contraception et d'avortement. Aujourd'hui, leur opposition pratiquement sans réserve s'étend à toutes les recherches et pratiques effectuées un peu partout dans le monde et qui ont pour but d'intervenir à la fois sur les phases de la fécondation humaine et sur les embryons. En aucun cas, dit le document romain, on ne peut utiliser des embryons humains à des fins d'expérience. Il s'agit d'êtres humains dès la conception et on ne saurait utiliser des hommes comme cobayes. La fécondation artificielle, qu'elle soit effectuée à partir des spermatozoïdes et des ovules d'un couple légitime ou bien de donneurs et de récepteurs extérieurs, ne saurait être licite, insistent les autorités de l'Église. On ne peut dissocier la conception de l'acte d'amour, qui est la rencontre de deux personnes susceptibles d'en engendrer une troisième. Pour résumer, le document pontifical du 10 mars 1987, au nom du respect de l'homme, de la vie et de l'amour humain, condamnera sans ambages la pratique des bébés éprouvettes, celle des mères porteuses, la généralisation des banques de sperme, l'utilisation expérimentale des embryons, et ceci, quelles que soient les raisons qui pousseraient à en arriver à ces pratiques. Vraiment, en lisant une position aussi fermée, aussi dogmatique, c'est vrai que ça me fait penser, je repense à Galilée, je repense à toutes ces condamnations, totalement en dehors du contexte de la réalité. C'est comme la contraception. L'Église est contre la contraception, il n'empêche que, regardez les millions de gens qui utilisent la contraception pour leur bonheur, pour leur façon de vivre, et c'est un plus pour eux. Donc je crois que c'est vraiment... pour moi, c'est un sentiment de tristesse quand je pense à tous les gens avec qui j'ai discuté, y compris au Vatican où j'avais été invité, et qui essayaient de faire bouger les choses. Et là, c'est un point de vue minoritaire de Monseigneur Gaffara, et vraiment qui ne représente même pas le courant majoritaire catholique. Le texte du Vatican a l'avantage d'être clair. Il nourrira certainement de très nombreuses polémiques. La question demeure, sera-t-il suivi par les premiers concernés, c'est-à-dire les catholiques ? Le président italien Francesco Cossiga a demandé ce soir à M. Andreotti, démocrate chrétien, de former le nouveau gouvernement italien. M. Andreotti, qui a déjà été président du Conseil à 5 reprises, n'est pas accepté par les socialistes de Bettino Craxi. Aux États-Unis, le président Reagan n'est toujours pas sorti de l'affaire des ventes d'armes américaines à l'Iran. Selon le Washington Post, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, l'amiral John Poindexter, serait prêt à contredire Ronald Reagan. Le président des États-Unis aurait bien été au courant, et à plusieurs reprises, de ce trafic de ventes d'armes servant à financer l'opposition au Nicaragua. À Washington pour Antenne 2, Jacques Abouchard. Détendu en quittant Washington pour le week-end, Ronald Reagan espérait bien avoir tourné la page dans l'affaire des ventes d'armes à l'Iran. Il faut croire cependant que son discours de la semaine dernière n'a pas totalement convaincu l'opinion. Selon le sondage le plus récent, 3 Américains sur 5 estiment que le président ne dit pas toute la vérité, notamment sur les millions de dollars détournés en faveur des Contras du Nicaragua. Si l'on en croit le Washington Post, l'amiral Poindexter en aurait parlé 2 fois à M. Reagan en 1986, alors que le président a déclaré de manière répétée tout ignorer de ces détournements. En 1986, John Poindexter occupait les fonctions de conseiller de la Maison-Blanche pour les questions de sécurité. Témoin clé du scandale, il s'est refusé à témoigner jusqu'à présent en se retranchant derrière ses droits constitutionnels. Même chose pour son ex-adjoint, le lieutenant-colonel North. Or, la commission du Sénat, chargée d'enquêter sur l'affaire iranienne, pourrait accorder l'immunité aux 2 hommes, ce qui leur permettrait de rompre enfin leur silence. Dans le même temps, Lawrence Walsh, le procureur indépendant chargé de l'enquête criminelle sur l'affaire iranienne, menacerait de poursuites judiciaires des responsables ou d'anciens responsables de l'administration. Selon le journal New York Times, les accusations porteraient sur 3 points. Obstruction aux efforts de la justice, escroquerie
aux dépens du gouvernement et déclarations mensongères. Jacques Chirac au 24e Salon international de l'agriculture à Paris, visite traditionnelle. Dans la bonne humeur, Monsieur Chirac a réservé un long moment de sa visite à l'élevage bovin. Le Premier ministre a été interpellé plusieurs fois sur les prix, le lait, la Bretagne ou plus généralement le sort des jeunes agriculteurs. Et puis Monsieur Chirac, à la fin de cette inauguration, appelait dans son discours à aider au développement du tiers-monde. Pour illustrer quelques-unes des interrogations lancées au chef du gouvernement, nous avons choisi avec Patrick Boittet et Jean Cornu l'exemple d'un agriculteur de Normandie, un jeune exploitant, producteur de lait, qui se débat maintenant avec ses problèmes d'emprunt à rembourser. Les vaches commencent à prendre leurs aises dans l'étable de Jean-Luc Guéroux, à la Goupillière, en Seine-Maritime. Installé depuis 4 ans, ce jeune agriculteur a déjà dû se débarrasser de 20% de ses normandes pour respecter les quotas laitiers. Auparavant, j'avais la possibilité, si vous voulez, de mettre 25 ou 26 vaches à la ligne là. Maintenant, avec les quotas, j'étais obligé de supprimer de 5 ou 6 vaches. Et maintenant, bon, avec les nouvelles mesures, je vais peut-être encore diminuer de 3-4 bêtes. Pour pallier ce manque de revenus, Jean-Luc Guéroux décide de se diversifier. Il y a 2 ans, il se lance dans l'élevage de porcs, mais la chute des cours va le faire déchanter. Quand j'ai commencé le porc, ça marchait pas trop mal. Et puis là, depuis, les cours se sont effondrés. Je perds environ 70 à 80 francs par carcasse. Alors sur 500-600 carcasses par an, faites le compte. Avec seulement 25 hectares d'exploitation, Jean-Luc Guéroux se trouve aujourd'hui dans une impasse. Condamné à l'élevage laitier ou au hors-sol, il voit ses revenus diminuer alors qu'il s'est endetté pour 15 ans. Prenez l'exemple, quand on s'est installé, on avait fait une étude prévisionnelle sur une production minimale de 105 000 litres de lait. Aujourd'hui, 3 ans après, on est descendu à 96 000 et on nous annonce encore qu'il faut diminuer et que les cours ne seront pas toujours garantis alors qu'on a des annuités à payer et qui sont toujours à date fixe. Combien payez-vous par an? 70 000 francs par an. Et ça ne change pas. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Comment voyez-vous l'avenir? Il faudrait certainement retravailler à l'extérieur pour y arriver, mais je pense que dans une ferme, la femme était utile pour la gestion, enfin pour les travaux à côté des gros travaux. Pour la comptabilité? La comptabilité, tout ce qui suit, les courses, soit pour aller au vétérinaire ou... Alors quelle est la solution? Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. L'histoire de la ferme Guéroux n'est pas unique. Sur 7000 exploitations laitières en Seine-Maritime, 1500 se déclarent aujourd'hui en situation économique difficile. Selon le ministre chargé du commerce extérieur, Michel Noir, l'indice des prix pour le mois de février serait de plus 0,2%. Le chiffre officiel de l'inflation sera connu lundi. Et puis le déficit du régime général de la sécurité sociale pour 1986 s'établit à 20,9 milliards de francs. 20,9 milliards de francs. Le régime général de la sécurité sociale, cela veut dire 16 millions de cotisants et 44 millions de bénéficiaires. Fusillade cette nuit, place du Panthéon. Des coups de feu ont été tirés contre les policiers de faction devant le domicile du premier maire adjoint de Paris, le député RPR Jean Tibéry. 4 personnes ont été arrêtées, dont une femme. Ce sont des jeunes étudiants. Commentaire Hervé Brusini. Coup de feu en plein Paris. La cible, 2 policiers en faction devant le domicile de Jean Tibéry, le premier adjoint au maire de la capitale. Et 2 policiers n'ont que le temps de se jeter à terre. On tirait vers les policiers, hein, vraiment. Mais heureusement, ils étaient à côté des voitures, ils sont plus cachés entre les voitures, ils sont répondus, quoi. Et dans le coup, bon, il y a eu 5 coups de feu, et puis ils sont démarrés en trompe. Course-poursuite avec la police et nouvelle fusillade, cette fois dans le 13e arrondissement. L'un des agresseurs est grièvement blessé. En tout, 4 personnes sont arrêtées. Un nouveau coup d'action directe? Certainement pas, répondent les enquêteurs. Ceux qui ont ouvert le feu, 2 pistolets 357 Magnum à la main, sont tous de très grandes familles. Des étudiants d'un genre un peu particulier. Pas mal éméchés, ils avaient décidé de subtiliser son uniforme à un policier. Au 36 quai des Orfèvres, on les appelle maintenant les voyous dorés.
Suite de la polémique née des propos de Robert Pandro sur la mort de l'étudiant Malik Oussekine. Monsieur Pandro avait d'abord estimé que s'il avait un fils sous dialyse, eh bien il l'empêcherait de faire le con la nuit. Claude Malurel, secrétaire d'État aux droits de l'homme, avait répliqué et exprimé son total désaccord après cette déclaration. Aujourd'hui, monsieur Pandro a cherché à apaiser la controverse en expliquant que toute opération du maintien de l'ordre qui se traduit hélas par mort d'homme est un drame et une angoisse pour tous. Demain, manifestation sur les lieux de la mort de Malik Oussekine. Démission du barreau de Paris de maître Jean-Paul Mazurier, celui qui fut le premier avocat de Georges Ibrahim Abdallah, avait reconnu qu'il était également un agent du service d'espionnage français. C'est l'agent noir que vous avez pu voir vendredi soir dans les journaux d'Antenne 2 et à Apostrophe. Sport, une grosse surprise au tournoi de tennis de Key Biscayne aux États-Unis. Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, numéro 1 mondial, a été battu en finale par son jeune compatriote Miloslav Messir en 3-7 et sans trop de contestation. Commentaire Alain Vernon. On l'appelle Miroslav la science. Miroslav Messir, de dos face à Lendl en finale, justifie sa réputation. Exemple sur cet échange très long. Messir joue près des lignes d'abord. Il masque bien ses coups ensuite jusqu'au dernier moment. Il est toujours bien placé enfin, méthodique et efficace. C'est la troisième rencontre Lendl-Messir. C'est la première fois que Messir domine Lendl. Ennuyeuse la finale? Surtout pas. Regardez bien. Lorsque Lendl veut accélérer, Messir montre aussi qu'il sait courir. Lendl, le numéro 1, battu en 3-7 par le 9e joueur mondial. Rien d'étonnant, Messir, en Floride, prend sa revanche de la finale de Flushing Meadows. À 22 ans, Messir remporte son 4e succès important. Attention, Messir, c'est l'homme fort de la saison 87. Oui, Messir avait battu Yannick Noah en demi-finale, mais Noah avait abandonné sur blessure. Cyclisme Paris-Nice, à l'issue de la première étape, c'est l'Irlandais Stéphane Roche qui est premier au classement général. Au championnat du monde d'athlétisme en salle à Indianapolis, au cours de la dernière journée, Stéphane Caristan et Bruno Marie-Rose ont remporté chacun une médaille d'argent. Ils ont confirmé, ainsi que Thierry Vigneron à la perche, la bonne qualité actuelle de l'équipe française. Même si, et notamment aux 60 mètres haies, ce fut un peu le hasard. Hier soir, en direct dans cette édition, vous avez pu vivre cette course. Commentaire Patrick Montel. L'image qui restera de ces premiers championnats du monde en salle, la souffrance de Greg Foster, le grand favori du 60 mètres haies. Foster qui entraîne dans sa chute le Canadien McCoy en finale. Une blessure à la cuisse, mais surtout une grande détresse morale. Avec comme témoin Stéphane Caristan. En me retournant, j'ai vu qu'il y avait Foster qui était tombé et qui a entraîné dans sa chute McCoy. Donc je ne sais pas s'il avait vraiment fait exprès, mais j'ai l'impression qu'en tapant la deuxième œil, il a été déséquilibré et puis ensuite il est tombé sur McCoy et ensuite bon bah moi je suis deuxième, c'est inespéré parce que j'étais pas bien ce matin en me levant, j'avais mal à la tête. C'est vrai, ce n'était pas hier le super Caristan, un départ moyen au couloir numéro 7 et une deuxième place tout de même derrière un autre américain, Campbell. Satisfaction aussi pour Bruno Marie-Rose, le champion d'Europe du 200 mètres, exact à son rendez-vous américain. Deuxième au couloir numéro 5, grâce surtout à une superbe dernière ligne droite. Je me suis pratiquement arrêté à l'entrée du deuxième virage. Je me suis dit, si je continue à fond, je vais me blesser. Et en fait, je me dis, bon, bah, tant pis, il faut vraiment que j'aille chercher cette médaille. Et puis, bon, vraiment, j'ai vraiment puisé au fond de moi-même pour aller la chercher. Je suis vraiment content finalement d'avoir fait deuxième. Troisième médaille française, attendue elle aussi, celle de Thierry Vigneron, 5,80 m à la perche, troisième derrière le soviétique Boubka et l'américain Bell. Caristan, Marie-Rose, Vigneron ou le retour au plus haut niveau de l'athlétisme français. À la Défense à Paris, au Palais du CNIT, s'ouvrira mercredi prochain le 29e Festival du son et de l'image. C'est aussi le lieu où sont évoqués les satellites de télévision, les échanges d'images au-dessus de nos têtes. Mais pour ce soir, Patrick Esther présente ce qui fait votre bonheur, un poste de télévision, le plus petit ou le plus grand. Durant 5 jours, vous pourrez vous accroupir devant le plus grand téléviseur du monde, un écran de 96 cm. 30 000 francs, un peu cher, mais il est vrai que ce véritable meuble époque audiovisuelle pèse quand même 120 kg. Mais si c'est la place qui vous fait le plus défaut, voici une solution. Le plus petit téléviseur couleur du monde. 5 cm, un écran à cristaux liquides. Et pour rester chez les Lilliputiens de l'électronique,
Voici la caméra à magnétoscope incorporé la plus légère du monde. 1 kg 290 grammes, 12 090 francs. À 10 francs le gramme, elle relie toute seule les enregistrements sur votre téléviseur. Mais ce qui fait le plus parler dans les allées du salon, c'est ce qu'on n'y voit pas. La fusée Ariane lancera dans 1 an maintenant le satellite de télévision directe TDF1. Un satellite très puissant qui couvrira l'Europe entière et que les particuliers pourront capter avec des antennes paraboliques de 50 cm de diamètre seulement. Les 4 chaînes qui seront relayées pourront être suivies simultanément dans 8 langues différentes. Sur leur stand, pratiquement tous les industriels présentent des modèles de décodeurs pour ce satellite. On murmure que l'installation vaudrait environ 10 000 francs, mais les constructeurs ne le confirment pas. Ils attendent que le satellite arrive d'abord en bonne santé en orbite. Happy New Year. On se donne en spectacle, comme dirait Pierre Desproges. Ce sont les gens de la presse, de la télévision ou de la radio. C'est le gala de la presse traditionnel qu'Antenne 2 enregistre et diffusera prochainement. Ce soir, dernière séance à l'Empire, à Paris. Et comme les années précédentes, une association humanitaire, Médecins du Monde, cette année, bénéficiera des recettes dues au talent parfois surprenant de mes confrères. Commentaire Gérard Dalmaz. Pas d'école dans le petit matin au manège parisien de la garde républicaine pour Jacques Pradel et sa superbe monture favori, étalon arabe andalou. Normalement, cette présentation de haute école demande 3 ans de travail. Or, Jacques Pradel la répète depuis 6 mois seulement. 6 mois pour cette harmonie inspirée, cette complicité de l'intelligence. Car ici, aucune contrainte, uniquement de l'éducation. Il fait une carotte surtout. Favori, tiens. Voilà. Non, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de garder le côté sauvage et fier de ces animaux qui acceptent par une soumission, bien entendu, de se donner, mais de redonner à la demande les airs qu'ils ont dans la nature. Attention, que va-t-il se passer? C'est tout ce qu'il faut que ça marche dimanche, moi. Ok? Non! Michel! Non! Si! Non! Michel! Regarde-moi la station! Jean-Pierre Foucault, vampire de l'Empire, dans Qui a totémisé la femme blanche? Michel Docamp. Écoutez, si le maire de Bordeaux venait me soutenir, j'en serais ravi. Christian Morin, José Talia transpire depuis de longues semaines sur les claquettes. Ça a l'air facile avec un bruit joyeux, mais n'est pas Jane Kelly qui veut. Naturel, il y a une indépendance des 2 jambes à avoir. Si vous saviez ce que du pied gauche, Josette Alia et moi, nous écrivons mal. Répétition redoutable pour ces 2 funambules amateurs. Depuis octobre, Pierre-Luc Séguillon de TF1 et Marc Menant ont accumulé une côte cassée, puis un bras et une entorse. Notre coup de chapeau professionnel, car voilà bien un des clous de ce spectacle, ou plutôt un des fils d'acier. Pour eux, pour nous, frisson garanti. Le ministre des Transports, Jacques Doufiague, vient de se dire prêt à une révision du calendrier des vacances d'hiver. La concentration de ces vacances cette année a fortement mécontenté les responsables des stations. Voilà pour la dernière information avant de passer à la météo, une météo frisquette. En effet, Claude, demain sera une journée froide, une beauté froide, puisque le soleil sera quand même au rendez-vous. On va d'abord voir la photo satellite prise dans l'après-midi. L'anticyclone, il est situé pour l'instant au nord de la Scandinavie et il envoie, il permet à l'air froid et sec de régner sur l'ensemble du pays, sauf comme le petit village en Armorique, là ça se trouve sur la Méditerranée où les nuages vont quand même résister. Alors résultat sur la carte du temps prévu pour demain, un beau temps froid et sec, très froid puisqu'il y aura même des températures en dessous de 0, mais ça c'est pour la nuit, -5 les gelées dans l'est, donc un très beau temps froid et sec et puis les nuages vont petit à petit s'accumuler disons de la Gironde, de l'Aquitaine jusqu'au sud-est du pays avec un temps de plus en plus maussade et même de la pluie dans le Languedoc et sur la Corse dans l'après-midi. Côté température, je vous le disais, il fera très frisqué demain. Nous irons de 3 et 4 dans l'est jusqu'à 10 à Brest et à Nantes, 6 à Paris demain. Et pour l'après-midi, eh bien de 6 à Dijon, nous irons jusqu'à un petit 15 ici à Biarritz. Demain, le mardi 10 mars, le soleil se lèvera à 7h17, se couchera à 18h46, 4 minutes de soleil en plus, petit vénard, et c'est la Saint-Vivien. Merci beaucoup. Pour la dernière édition du journal d'Antenne 2, c'est Hervé Claude, ce sera à 23h. Et puis demain, Télématin, à partir de 6h45, Paul Naon recevra Claude Chesson pour les 4 vérités. À demain 20h. Bonsoir. Merci.
américaine. La régie